Donc, bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Lydia Morlaïdara, je suis maître de conférence à l'Université de Paris et je suis co-directrice de l'Institut Droit et Santé. Et à ce titre, eh bien, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce nouvel entretien Droit et Santé. Je suis ravie que le format en ligne nous assure néanmoins du public nombreux derrière les écrans, puisque nous sommes pour l'instant 50 participants et nous avions plus d'inscrits, donc je pense que des personnes vont encore nous rejoindre. Indiscutablement, ce succès est dû au prestige de notre hôte, le docteur Lucas, que je remercie vraiment sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Jacques Lucas est un fidèle parmi les fidèles de l'Institut Droit et Santé. Nous avons eu le plaisir de vous accueillir, Monsieur Lucas, à l'époque où vous étiez premier vice-président de l'Ordre national des médecins et vous étiez alors en charge vous étiez délégué général au numérique au sein de l'Ordre. Et puis, cette compétence particulière en matière numérique et votre appétence pour les nouvelles technologies en santé, eh bien, vous ont amené aujourd'hui à prendre la direction de la nouvelle agence du numérique en santé. Et donc, cher docteur, merci encore pour votre fidélité et votre disponibilité aujourd'hui. Et donc, vous allez nous faire part de la feuille de route de cette nouvelle agence du numérique en santé. Alors, je précise pour ceux qui seraient passés à côté de l'information que cette nouvelle agence du numérique en santé remplace l'ancienne ASIP Santé. Et vous nous direz d'ailleurs, docteur, si c'est le même périmètre ou pas. Peut-être qu'il y a eu des changements dans l'émission. Alors, je vais évidemment vous laisser nous présenter cette institution, mais vraiment, je veux que tout le monde comprenne que si l'ancienne ASIP Santé avait peut-être un petit côté un peu confidentiel et était un peu méconnue par beaucoup, eh bien vraiment, cette nouvelle agence du numérique en santé, elle est vraiment amenée à devenir un acteur essentiel des mutations numériques de notre système de santé. C'est déjà et ça va devenir encore plus une sorte de bras armé pour la mise en œuvre du volet numérique du plan Ma Santé 2022. Qu'il s'agisse, et le docteur Lucas va nous présenter tous ces aspects de l'essor du développement du dossier médical partagé, du développement de la télémédecine, du télésoin, de l'essor de la e-prescription ou encore des messageries sécurisées, et puis bien évidemment du futur espace numérique de santé. Autant donc de défis à relever pour réussir et accélérer ce virage numérique en santé. Donc, nous avons hâte de vous écouter sur tous ces sujets, cher docteur. Je précise à tout le monde qu'on devrait se quitter vers 19h15, 30 grand maximum. Et afin d'offrir la possibilité à ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui, vous avez accepté, je vous en remercie, docteur Lucas, l'enregistrement de cet entretien droit et santé. Et donc, cet enregistrement sera disponible dans quelques jours a priori sur le site de l'Institut Droit et Santé. Vous avez également eu la gentillesse, docteur Lucas, de prendre des questions en cours d'exposé pour un peu dynamiser les choses, parce que c'est vrai que les séminaires en visioconférence sont moins vivants que ne peuvent l'être les séminaires en présentiel. Donc, en fait, vous allez avoir un propos structuré en différents temps et on va donc prendre des questions des uns et des autres entre ces différents temps de pause après les différents développements. Donc, vous nous indiquerez ou je vous transférerai les questions. Et donc, je vous incite à poser les questions à partir du chat. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans la barre d'outils en bas, il y a le petit converser. Et donc, posez votre question et puis je la transmettrai donc au docteur Lucas. Je vous remercie aussi à tous de bien vouloir couper vos micros pour éviter des bruits parasites. Et puis par contre, ça peut être sympa si vous avez la possibilité et le souhait de le faire, d'ouvrir vos caméras pour qu'on voit quelques visages. C'est toujours beaucoup plus sympa que de parler à des écrans noirs. Donc voilà pour les considérations d'ordre technique et je vous cède donc avec un grand plaisir et docteur la parole et puis en vous renouvelant vraiment encore une fois tous nos sincères remerciements pour votre intervention aujourd'hui. Merci beaucoup, chère Lydia. Je suis Jacques Lucas, donc on l'a déjà dit, je suis
qualifié en médecine interne, cardiologie et néphrologie. Et j'ai été élu à l'ordre en 1999, d'abord à l'échelon départemental, et puis je suis arrivé au Conseil national, où les aspects éthiques et déontologiques m'ont particulièrement passionné, avec une déontologie qui était quand même très hippocratique, si je puis m'exprimer ainsi. Et comme je suis persuadé qu'Hippocrate aujourd'hui serait dans le monde numérique, si un discours était à prononcer à cet égard, je ne me prétends pas m'y substituer, mais je pense qu'il faut repenser Hippocrate dans le monde numérique parce que nous ne parlons plus en grec ancien, mais nous utilisons des moyens numériques pour communiquer. Alors, la communication en santé a quand même une marque particulière, c'est que ce sont bien sûr des données personnelles, mais que ce sont des données personnelles qui sont particulièrement sensibles ou qui peuvent être particulièrement sensibles et qui pourraient entraîner des discriminations. À la fin de mon mandat ordinal, j'ai été sollicité par le ministère des Solidarités et de la Santé, dont le titulaire ou la titulaire était alors Madame Buzyn, pour prendre la présidence de l'Agence du numérique en santé. Cette présidence est une présidence, je dirais, de nature administrative d'une part, puisqu'il y a une assemblée générale et un conseil d'administration, mais que par ailleurs, nommer un professionnel de santé déjà un peu connu dans l'espace numérique, y compris d'ailleurs des autres professions de santé, était une marque forte en disant que l'idée était quand même de co-construire le numérique en santé et qu'il ne s'agissait pas de penser ce qui allait être bien pour les autres, mais de mettre les autres, les professionnels de santé, les établissements, les patients, bien évidemment, et les industriels à contribution pour construire ce numérique en santé. À la différence de la ZIP avait une certaine autonomie, une certaine liberté et une tutelle ministérielle qui était très relative. Actuellement, la délégation du numérique en santé, la délégation ministérielle du numérique en santé, qui est l'équivalent d'une direction centrale, exerce une tutelle très rapprochée sur l'agence du numérique. Et donc la stratégie, et c'est logique, la stratégie est déterminée au niveau ministériel, au niveau, je dirais même, de la permanence de l'État, quelles que puissent être les sensibilités politiques qui viennent le gouverner. Il y a donc une stratégie du numérique et qui est une stratégie qui, naturellement, va se déployer sur plusieurs années. J'ai souvent l'occasion de dire que le temps politique de notre pays, qui est quand même très, très court, hein, un mandat présidentiel, c'est 5 ans, sur un certain nombre de sujets, c'est extrêmement court, parce qu'il faut pouvoir, et notamment en matière de numérique, d'une société qui bouge quand même considérablement, il faut pouvoir l'accompagner sur le temps long. Donc, l'agence est chargée, c'est une agence opératrice, je vais dire opératrice technique, c'est un peu au-delà de la technique, mais c'est quand même ça cadre bien le sujet, pour l'État d'une part, au sens strict de l'État, et en particulier de la délégation ministérielle en santé, au service de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui est également un acteur puissant dans le monde de la solidarité nationale et de la santé, et qui s'implique bien évidemment beaucoup sur des sujets numériques. Chacun de vous probablement connaît le site Amélie, le site Amélie, qui est un véritable succès, où il y a des messages de santé publique et où le citoyen peut retrouver ses remboursements, un certain nombre de choses. Et puis également la CNSA, la Caisse nationale des solidarités pour l'autonomie, et qui va donc être bien évidemment concernée sur les moyens numériques qui doivent être inclusifs et qu'un handicapé, quelle que puisse être la nature de ce handicap, et on voit bien qu'avec les personnes âgées qui deviennent dépendantes, le 5e risque, comme on dit, les moyens numériques doivent être adaptés. Encore que l'on exagère probablement un peu le fait que les populations ou les personnes plus âgées seraient handicapées vis-à-vis du numérique, ce qui est faux,
puisque beaucoup de ces personnes âgées s'adaptent au numérique, ne serait-ce que par nécessité. Et on a bien vu pendant l'épidémie qui nous a traversés que des moyens numériques permettaient de rapprocher des personnes âgées de leurs enfants et petits-enfants qu'elles n'avaient plus l'occasion de voir. Et si je dis ça dès le début de mon introduction, c'est que le numérique ne déshumanise pas la relation, il peut au contraire la renforcer. Tout dépend bien sûr des conditions dans lesquelles on l'applique. Donc l'agence exécute les instructions de la délégation ministérielle au numérique en santé. Alors, ceci étant, ce n'est pas totalement pyramidal. Il est bien évident que pour exécuter des décisions qui sont prises et bien les exécuter, il faut partager le sens de ces décisions. Donc il y a des allées et venues incessantes entre la délégation du numérique en santé et l'agence elle-même au niveau opérationnel, et l'Assemblée générale et le conseil d'administration se réunissent suffisamment pour que les différents points de vue puissent être exprimés. Il s'agit d'un GIP, groupement d'intérêt public, avec la présence au conseil d'administration de l'ensemble des acteurs, donc l'État, la Caisse nationale d'assurance maladie et la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie. Nous allons modifier, d'ailleurs, sur une suggestion de la directrice générale de l'agence, pour y intégrer une représentation des ARS et une représentation des grades. Alors les ARS, tout le monde sait ce que c'est, les agences régionales de santé, qui appliquent au niveau régional les grandes lignes qui sont arrêtées par les directions d'administration centrale et principalement la Direction générale de l'organisation des soins. Organisation des soins qui est déclinée au niveau des territoires. Et les ARS ont joué un grand rôle, bien évidemment, lors de l'épidémie que nous avons traversée, et on a tendance parfois à reporter sur les organisations de l'État les insuffisances, les couacs, les difficultés qui ont pu se produire d'ailleurs à l'occasion de cette épidémie. C'est un réflexe bien naturel avec la France qui comporte, comme on sait, 60 millions d'experts, quels que soient les sujets, chacun pouvant avoir son opinion, surtout bien évidemment quand ça ne marche pas totalement bien, alors qu'il faut bien reconnaître que dans une crise comme celle que nous traversons encore, il est bien difficile de stabiliser très rapidement un certain nombre de décisions. Donc voilà pour les ARS et les grades, ce sont les groupements régionaux pour faire avancer la e-santé. C'est le groupement régionaux pour améliorer la diffusion de la e-santé. Et voilà l'acronyme. Et donc, l'intérêt de ce grade, c'est que ça réunit, à côté de l'ARS, des représentants des caisses d'assurance maladie au niveau territorial. Ça représente également des professionnels de santé afin de construire des outils pratiques, puisque conceptuellement, on peut imaginer le DMP, par exemple, on nous a dit, voici maintenant une quinzaine d'années que ça allait être merveilleux, et finalement, il a fallu attendre près de 15 ans pour que cette merveille devienne véritablement concrète. Donc, vraiment, il faut construire avec les usagers, c'est par les usages qu'un moyen numérique, ou que tous les autres moyens d'ailleurs, c'est par les usages que l'on démontre l'efficacité de ce que l'on peut proposer. Alors, la stratégie, elle est donc confiée à l'État, et l'État, c'est-à-dire la délégation du numérique en santé, en concertation avec la Caisse d'assurance maladie, a considéré que l'État ne devait pas tout faire et que l'État ne devait pas se mêler de ce qui finalement ne le regardait pas, ne serait-ce que parce que l'État n'est pas nécessairement agile pour produire des solutions innovantes. Et qu'il fallait donc que l'État se concentre sur des fonctions qu'on pourrait qualifier de régaliennes, c'est-à-dire qu'on applique aussi les mêmes règles partout sur le territoire de la République, en France hexagonale comme en France extra-hexagonale, et par conséquent de construire des référentiels. Référentiels, on va le voir un petit peu tout à l'heure, des référentiels qui vont être opposables, et qui auront donc une valeur juridique, bien qu'actuellement, ce sont encore des recommandations, mais il faudrait aller au-delà de la recommandation
même si la recommandation peut avoir un caractère de droit souple, de la soft law, mais il faut aller un peu au-delà de la soft law afin que chacun ne se mette pas à réinventer la roue dans son coin et à reconstruire, par exemple, des annuaires. Il y a eu des annuaires régionaux qui se sont constitués alors qu'il existe un annuaire national qui référencie l'ensemble des professionnels de santé. Et puis de développer des services socles, je vais y revenir lors de mon exposé. Et puis, à partir de là, à partir de ces référentiels, de ces services socles, de laisser à l'initiative du secteur public, mais aussi du secteur privé, de construire des solutions innovantes, de faire preuve d'ingéniosité à partir du moment où ces solutions innovantes seront respectueuses des référentiels et des services socles. Et c'est donc la notion de l'État plateforme, ça a été appelé comme cela en particulier par Laura Letourneau, qui est la déléguée ministérielle au numérique en santé, aux côtés de Dominique Pont, qui est chargé plus de l'aspect opérationnel, d'où l'analogie avec la construction d'une maison. Et c'est une bonne image, c'est que l'État ne se mêle pas de la construction des maisons et des immeubles, mais l'État se mêle de faire la voirie, d'y apporter l'électricité et le téléphone, la fibre maintenant, puisqu'on parle de numérique, et également d'avoir un certain nombre de règles d'urbanisme qui fait qu'on ne peut pas construire une maison n'importe comment. Il faut respecter un certain nombre de critères. Donc c'est de cette façon-là que la stratégie du numérique en santé va se développer. Alors, je ne sais pas si à ce stade et à partir de ces généralités, il peut y avoir déjà quelques questions avant que j'aborde le problème des chantiers en cours, des chantiers plus concrets en cours. Est-ce que sur cette introduction très générale, vous auriez des précisions à demander ou des commentaires à faire? Moi, je veux bien, parce que j'avais mon interrogation justement de savoir si le domaine de, l'Agence du numérique en santé était exactement le même que celui de la ZIP Santé, ou est-ce que le champ d'intervention avait évolué? Non, le champ d'intervention n'a pas évolué, c'est exactement les mêmes domaines. Nous avons en revanche, au niveau de la gouvernance, renforcé les coopérations avec la Caisse nationale d'assurance maladie et la CNSA, mais également, comme je l'ai dit, avec les ARS et les grades. Mais le périmètre couvert est le même. D'accord. On a une question de Sandra Touratier qui nous demande ce qu'il en est des zones blanches. Alors, c'est un vrai sujet au niveau des discriminations, car on s'aperçoit que les déserts médicaux, comme on les appelle, sont en fait des déserts au-delà du médical. C'est également souvent un désert de services publics. Mais les services publics ont fait un effort vers la numérisation des possibilités. On peut constater d'ailleurs qu'on peut payer ses impôts en ligne, qu'on peut envoyer des lettres commandées par la poste, même s'il n'y a plus de bureau de poste, etc. Des lettres commandées par mail, pardon, même s'il n'y a pas de la poste. Et on constate en matière de démographie médicale, quand on parle d'ailleurs de démographie médicale, c'est aussi une démographie sanitaire, parce qu'il y a les autres professions de santé qui sont également peu nombreuses dans ces déserts, et que ce sont souvent également des zones qui ne sont pas couvertes par le numérique. Et c'est un premier facteur de discrimination. Alors là, ça ne relève pas des compétences de l'agence elle-même, mais des opérateurs. Et l'État a déclaré, enfin, c'est le secrétariat d'État au numérique, Cédric O, a déclaré tout à fait récemment que des moyens financiers importants allaient être dégagés afin que la France, l'ensemble du territoire français, c'est-à-dire la France hexagonale et extra-hexagonale, j'insiste beaucoup là-dessus, reçoivent le haut débit, car il y a un certain nombre, ou tout au moins des moyens de connexion adaptés. Vous évoquiez tout à l'heure la possibilité de téléconsultation ou de télésoins, je ferai la distinction tout à l'heure. Pour le faire, il faut avoir du débit. Si vous n'avez pas de débit, vous ne pouvez pas faire une téléconsultation de bonne qualité en tout cas, ou de donner des soins. Donc c'est un vrai sujet et c'est également un sujet éthique. Le Comité consultatif national d'éthique, qui avait publié d'ailleurs
sa recommandation dans la loi de bioéthique relative à l'intelligence artificielle qui a été formalisée par l'article 11 et qui est actuellement en examen au niveau du Sénat. Le Comité consultatif national d'éthique avait bien insisté sur le fait que le non-accès au numérique, le non-accès à l'intelligence artificielle, puisque c'était le sujet qu'il traitait, était une discrimination éthique insupportable à partir du moment où cela peut contribuer à l'amélioration de la qualité des prises en charge. Et c'est un point très important à relever et qui rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le numérique ne déshumanise pas la relation, ça dépend comment on l'utilise, mais le numérique et l'intelligence artificielle peuvent améliorer les qualités diagnostiques. Ça n'empêche pas aux médecins et aux autres professionnels de santé de rester empathiques, de rester en lien avec la personne et non pas en lien avec la maladie. Comme malheureusement on le voit un peu encore, on a parfois tendance, en ville comme dans les établissements, à soigner des maladies. Bon, c'est ce qu'on demande aux professionnels de santé, mais je pense, à titre personnel, qu'on sait d'abord soigner une personne atteinte d'une maladie et que la façon de la prendre en charge n'est pas forcément la même en fonction de son caractère, en fonction de critères subjectifs, bien évidemment, qui ne sont pas des éléments financiers. D'accord, merci. Alors, il y avait une question de Lambeille. Alors, je ne sais pas si c'est une autre question que le sujet que vous avez abordé tout à l'heure. On me demande quel est le lien interministériel de l'Agence du numérique en santé. Alors, vous avez fait état de la tutelle très étroite. Est-ce que vous voyez un autre sujet derrière cette question du lien interministériel? Le numérique en général est quelque chose de transversal. Donc, le numérique en santé est rattaché au ministère des Solidarités et de la Santé par tradition, mais le secrétariat d'État au numérique est fortement impliqué et que, bien évidemment, un certain nombre de décisions ou d'arbitrages sont rendues par Matignon, voire par la présidence de la République. Donc, nous ne travaillons pas en silo, même si il y a un sujet du numérique en général, qui s'occupe d'ailleurs et qui fait l'objet d'une attention du Comité consultatif national d'éthique, puisque le Comité consultatif national d'éthique actuellement, c'est pour les sciences de la vie et la santé, c'est ça son nom. Mais le numérique va s'appliquer à d'autres domaines qui ont un impact éventuellement sur la santé. Donc il y a bien une relation interministérielle, mais ça se place au niveau ministériel, pas au niveau de l'agence. D'accord, merci beaucoup. On va peut-être vous laisser continuer sur les différents chantiers. Alors, les différents chantiers, ils reposent sur la volonté politique d'intensifier la sécurité et l'interopérabilité des systèmes d'information et le maintien, bien évidemment, des droits des patients. Droits des patients, c'est la loi du 4 mars 2002, mais il ne faut pas oublier ces droits par rapport au numérique. Les droits en particulier, le droit à l'information et le droit au consentement. Et donc le consentement, là, c'est non seulement de consentir aux soins, mais c'est également de consentir à l'utilisation de ces données personnelles de santé dans un objectif, dans une finalité, comme on dit en termes juridiques. Lydia, vous me reprenez si je fais une erreur. La finalité du traitement des données, c'est bien de donner le meilleur soin, la meilleure prise en charge. C'est ça la finalité première. Il peut y avoir des finalités dérivées de la finalité première, mais le patient, quand il consent, c'est d'abord parce qu'il a besoin de soins. C'est tout à fait élémentaire. Et donc, on ne doit pas pouvoir exploiter ces données identifiantes. On ne doit pas pouvoir exploiter ces données si la personne n'y a pas consenti. Et c'est un grand sujet que l'on a évoqué d'ailleurs ce matin dans un groupe éthique pour l'espace numérique en santé. Je vais y revenir. C'est vraiment l'information, le consentement à l'échange et au partage des données et à la traçabilité de ces échanges et de ces partages sur les messageries, par exemple, ou également la traçabilité dans une base informatisée. Par exemple, il y a actuellement des bases informatisées dans tous les établissements. Il y a l'AP-HP, qui est quand même l'assistance publique hôpitaux de Paris, c'est au-delà d'un établissement, c'est une méga structure.
qui a un dossier unique, un système logiciel qui s'appelle Orbis. Eh bien, les données, bien évidemment, du patient sont collectées dans cet outil, mais le patient doit consentir à ce que ces données soient collectées. Bon, de toute façon, il va rentrer, on va lui demander son consentement. C'est un peu formel, parce que quand vous avez véritablement une douleur abdominale épouvantable et que vous arrivez à l'hôpital, vous avez autre chose à faire que le formalisme du consentement. Vous voulez d'abord être pris en charge. Néanmoins, le patient a le droit de connaître qui a accédé à ces données personnelles. Je viens d'ailleurs de dire une erreur, dans l'admission à un hôpital, ce n'est pas le consentement qui est demandé, mais le patient peut exercer un droit d'opposition. Concrètement, ça revient au même, mais la filiation, ce n'est pas tout à fait la même chose quand même. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que le patient doit savoir ou peut savoir qui a accédé à ces données. Et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne le dossier médical partagé, puisque ce dossier va être partagé. Alors, puisque je viens d'évoquer justement la possibilité pour le patient de connaître qui a accédé à ces données, il faut bien que les accédants, les professionnels qui ont accédé aux données, puissent être identifiés dans la base informatique. Cette identification des professionnels de santé part à partir d'un référentiel national opposable qui est le RPPS. RPPS signifie répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé. Au départ, c'était répertoire partagé des professionnels de santé. Et c'est maintenant devenu le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé afin d'y raccrocher tout le secteur médico-social où il n'y a pas que des professionnels de santé. Il peut y avoir des aidants, il peut y avoir des aides-soignantes, il peut y avoir des assistantes sociales, il peut y avoir même des curateurs ou des détenteurs des personnes qui exercent la tutelle, donc et qui ne sont pas des proches à ce moment-là, et qui peuvent avoir accès, pas à la totalité des données de santé, mais à un certain nombre d'entre elles. Donc, il y a un répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé et tous ces professionnels vont être réunis, c'est vrai d'ailleurs déjà pour les professionnels de santé, dans un annuaire national. Et donc, cet annuaire national, il peut bien évidemment aller peupler des annuaires régionaux, mais il est totalement inutile de construire, parce que tout ça coûte de l'argent public, d'aller reconstruire dans les régions des annuaires alors qu'il existe un annuaire national de référence. Alors, comment est-il sécurisé? C'est-à-dire, est-ce que ce sont bien des professionnels de santé ou des professionnels intervenant dans le système de santé? Si ce sont des professionnels de santé, ce sont des professions à ordre, comme on dit. Il y a 7 ordres des professions de santé. Et c'est l'ordre national de ces professions de santé, le Conseil national de l'ordre des professions de chacune des professions de santé, qui est responsable de la tenue de ce qu'on appelle le tableau. Il y a un tableau de l'ordre des médecins, un tableau de l'ordre des pharmaciens, un tableau de l'ordre des infirmiers, des sages-femmes, etc. Lorsque le professionnel de santé est inscrit à l'ordre, il doit faire état de ses diplômes. Ces diplômes sont vérifiés. Peut-être que parfois, il y en a un qui passe à travers les mailles. Ça fait généralement un scandale dans la presse parce qu'il a exercé, on a vu une situation dramatique qui s'est produite récemment en Bourgogne où il y a eu 2 morts parce que, voilà, c'était dramatique. Mais enfin, quel que soit le système de contrôle, il peut toujours y avoir des exceptions. Globalement, les tableaux, c'est très, très surveillé, très vérifié par les ordres, sont des professionnels qui ont des diplômes. Il est question d'ailleurs, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qu'il y ait un lien direct entre les établissements qui ont décerné le diplôme et le RPPS, afin que le contrôle, à ce moment-là, par des moyens numériques, puisqu'il n'y ait pas de faux diplôme, en quelque sorte, que cette possibilité soit supprimée grâce aux moyens numériques. C'est un sujet qui est récurrent depuis de nombreuses années. Bon, j'espère qu'il verra le jour. Donc ainsi, le RPPS est constitué par les inscriptions au tableau de l'ordre. Ce sont bien évidemment des flux automatiques. Toutes les nuits,
lorsqu'il y a eu des modifications au tableau de l'ordre, eh bien, un flux est envoyé vers le RPPS qui se corrige immédiatement. Car, à partir de ce RPPS, est émise une carte de professionnel de santé qui est une carte à puce qui identifie le professionnel de santé, qui authentifie en quelque sorte ses qualités et qui donne même l'équivalent de la signature électronique. Cette carte de professionnel de santé est utilisée par les médecins en particulier lorsqu'ils télétransmettent à l'assurance maladie les actes qu'ils ont réalisés pour que le patient soit remboursé ou que lui-même, le médecin, soit remboursé lorsqu'il a effectué un tiers payant. C'est le cas également dans les pharmacies. De nos jours, quand on va se procurer des médicaments dans une pharmacie, si on présente sa carte vitale et sa carte de mutuelle, les flux d'informations vers la Caisse nationale d'assurance maladie et vers la mutuelle sont assurés donc par des moyens numériques sécurisés, parce que non seulement il y a eu la carte vitale, mais il y a eu la carte de professionnel de santé, et le pharmacien est bien évidemment remboursé, enfin remboursé, il n'est pas remboursé des frais, ce n'est pas le patient qui l'est non plus, mais il y a les flux financiers, enfin vous connaissez ça, puisque certainement vous les utilisez. Alors la carte de professionnel de santé, comme la carte vitale, ce sont des objets en plastique qui sont assez inadaptés aux moyens nouveaux qui sont apparus, parce que si vous voulez introduire une carte en plastique dans un iPhone, c'est extrêmement compliqué, ou dans une tablette, c'est quasiment compliqué, voire impossible. Donc il faut, et nous sommes engagés dans cette voie-là, de dématérialiser la carte CPS avec la même sécurité, de dématérialiser la carte CPS et de dématérialiser également la carte vitale. La dématérialisation de la carte CPS est déjà réalisée pour certaines applications. Et ça s'est fait dans l'urgence, mais ça s'est fait très rapidement. Il y a actuellement 100 000 cartes dématérialisées qui sont en activité et il s'en crée à peu près actuellement 1000 par jour, sous la pression de la vaccination contre la Covid. Puisque lorsqu'un vaccin est administré, il a été décidé par les autorités sanitaires d'assurer la traçabilité de la vaccination. D'une part, pour s'assurer que ça protégeait bien évidemment les populations, mais également pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'effets secondaires. Il n'y en a pas eu jusqu'à présent. Toutes les vaccinations qui ont eu lieu ont pu comporter des effets secondaires, mais des effets secondaires tout à fait bénins, mais afin d'assurer une traçabilité pour une vaccination qui est quand même nouvelle, puisqu'il s'agit d'un vaccin à ARN, comme vous le savez, qui a déjà bien évidemment été expérimenté avant d'avoir son autorisation de mise sur le marché, mais c'est de pouvoir assurer une traçabilité, d'une part, et que d'autre part, les actes vaccinaux qui sont réalisés, en particulier quand ils le sont par des professionnels libéraux, puissent donner lieu à un remboursement, à une prise en charge financière par la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc les ICPS, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, la carte dématérialisée, se crée extrêmement facilement en se connectant à un espace que l'agence détient en quelque sorte et qui permet la création de cette carte avec des sécurités identiques que celles de la CPS plastique. Mais cette carte-là ne donne pas la signature électronique. Elle ne fait qu'identifier la personne et pour le moment, elle ne permet pas, par exemple, l'accès au dossier médical partagé. Mais c'est probablement une évolution qui se réalisera. Alors là, il faut bien évidemment que la connexion du professionnel de santé à une plateforme, il faut que la plateforme accueille la reconnaissance par la ICPS. Et donc, si on va actuellement sur le store de ce que l'on peut, comment on peut s'identifier près d'une base, c'est encore relativement peu nombreux au plan national. Il y a eu la base du dépistage
des tests de Covid. Il y a la vaccination et pour l'instant, c'est à peu près tout. En revanche, il y a des solutions régionales qui acceptent l'identification par la CPS, par exemple, qui ont développé un outil numérique qui permet d'échanger des données dans le parcours d'un patient, dans le parcours de soins d'un patient qui a une pathologie chronique. Eh bien, l'identification du professionnel pourra se faire par la ICPS, c'est-à-dire que quand le professionnel va rentrer les codes qu'on lui donne, enfin je ne vais pas être trop technique, et il sera identifié avec une sécurité identique que la carte CPS dans le système d'information. Le deuxième point, c'est de considérer que, pardon, je me perds un peu dans mes papiers, vous me pardonnez un petit instant, voilà. Voilà. Que les patients dans l'espace numérique doivent bien évidemment être identifiés de façon certaine. C'est donc une identitovigilance dans un parcours. Ça existe actuellement, d'ailleurs, je prends quelque chose de très simple, c'est les groupes sanguins. Vous transfusez du sang, il faut que ce soit le sang du bon groupe. Donc le patient, il a généralement une carte de groupe sanguin. Ça facilite bien évidemment les choses, mais à chaque fois, avant une transfusion, on contrôle qu'il n'y a pas, on fait un test afin de contrôler qu'il n'y a pas eu une erreur d'affectation, mais que c'est bien le patient avec son sang, que le sang qu'on va lui transfuser, correspond bien à ce qu'il peut recevoir. C'est donc une identitovigilance qui est très importante pour la sécurité des soins. Or, il se trouve que l'identifiant le numéro de sécurité sociale n'est pas tout à fait suffisant. À dire vrai, d'ailleurs, il existe, et tout le monde le sait, des cartes vitales qui peuvent être partagées, en quelque sorte. C'est un faux, mais ça existe. Or, c'est extrêmement important, puisque si on se fie uniquement au numéro de sécurité sociale pour ce qui concerne le référencement et les soins, alors que ça n'est pas la bonne personne, ça peut bien évidemment avoir des conséquences extrêmement dommageables. Ça a également des conséquences dommageables pour ce qui concerne le remboursement, mais enfin, plaie d'argent n'est pas mortelle, quoi. Néanmoins, on peut avoir une discussion là-dessus, mais ce n'est pas le sujet. Donc, actuellement, c'est créé un identifiant national de santé qui comporte le numéro de sécurité sociale, mais qui doit également comporter 5 traits d'identité. Ces traits d'identité sont le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance. Or, sur la carte d'assurance maladie, si vous vérifiez, vous n'avez pas la date exacte de naissance, et un 5e critère qui m'échappe, mais qui sont des données d'identification et qui reposent sur une pièce d'identité, c'est-à-dire la carte d'identité, le passeport, enfin la pièce d'identité. D'ailleurs, quand vous vous présentez dans un établissement de soins, on vous demande, si vous avez fait attention, votre carte vitale et votre carte d'identité. C'est bien évidemment, c'est donc les services administratifs qui procèdent à l'identitovigilance et qui procèdent à la première fois où vous y allez, ils ne vont pas vous redemander votre carte d'identité à chaque fois, de façon à ce que le dossier soit bien référencé avec l'INS, l'identifiant national de santé. Cet identifiant national de santé peut d'ailleurs être vérifié par un téléservice qui est mis à disposition de l'administration hospitalière, enfin, le service d'accueil ou des cabinets libéraux pour définir l'identifiant national de santé. Une difficulté va probablement apparaître, c'est que dans les cabinets libéraux, il n'est pas dans les usages de demander une pièce d'identité. Cela repose d'ailleurs sur un aphorisme qui n'est pas hippocratique, mais qui doit relever quand même de la même éthique. Je ne te demande pas qui tu es, je ne te demande pas d'où tu viens, je te demande où tu souffres. C'est un très beau principe éthique qu'il faut bien évidemment préserver. Mais le but de la vérification de l'identité
n'est bien évidemment pas de contrôler les gens avant de leur donner des soins. C'est de s'assurer que dans la filière de soins, dans la filière de prise en charge, il y aura un numéro unique affecté à une personne afin qu'on ne multiplie pas des numéros d'identification. Et ça, c'est lié au numérique. Dans le numérique, Jacques Lucas, il va avoir un matricule. Alors, on ne soigne pas le matricule, on soigne bien Jacques Lucas, enfin tout au moins, ou vous. Il faut bien l'espérer. Mais néanmoins, pour la communication des systèmes d'information, il faut bien un numéro unique d'identification qui est donc l'identifiant national de santé. Il y aura probablement autour de ce sujet-là il y a d'ailleurs, hein, c'est un texte qui l'a établi, je pense que c'est un décret, je pense que c'est même un décret en Conseil d'État, je ne suis pas certain que ce soit en Conseil d'État, avec bien évidemment l'avis positif de la CNIL. Ça ne s'est pas fait, mais c'est en cours. Hein. Il est normalement obligatoire d'utiliser un identifiant national de santé à partir du 1er janvier 2020. Il y aura probablement un peu de retard, comme ça a été le cas d'ailleurs pour le règlement général sur la protection des données, où la CNIL, avant d'appliquer des sanctions, avant d'appliquer des règles, s'est donné une période pédagogique, si vous vous souvenez, pendant quelques années, mais elle a commencé maintenant à appliquer son rôle régalien. Est-ce que sur ces sujets-là, que je regarde parce que le temps passe, est-ce que sur ces sujets-là, vous auriez aussi des interrogations, des questions ou des commentaires? Peut-être pour être sûr d'avoir bien compris, l'INS, c'est donc un petit peu le NIR++. Est-ce que ce résumé-là Oui, serait juste ou pas? l'INS, c'est le NIR plus des traits d'identité D'accord, vérifiés. d'accord. C'est bien ça. Mais vérifiés par le professionnel de santé ou l'établissement pour le premier soin qui va être affecté à la personne. D'accord, merci. On me pose la question de savoir si cela pourra avoir une incidence sur la recherche. Bien sûr que toutes les données de santé doivent être de très grande qualité pour la recherche et que la source de la data, elle doit être connue d'abord quand on donne du soin, puisque quand on donne du soin, il faut bien que le soin qu'on donne, on le donne bien à une personne. Donc l'identité de la personne est connue. Mais ultérieurement, cette identité, par exemple, dans le Health Data Hub, on aura peut-être le temps d'en dire un mot, l'identité de la personne dans le Health Data Hub doit disparaître, puisque comme on veut faire de la recherche, peu importe que ce soit monsieur X ou madame Y qui soit diabétique avec telle complication, on va savoir que dans une cohorte de patients, il va y en avoir 2 diabétiques, un homme et une femme, dans l'exemple que j'ai choisi, qui ont fait cette complication. Mais qu'importe leur identité, on n'a pas besoin d'avoir leur identité. Mais ça va bien évidemment être important pour la qualité des données. Et pour mieux m'expliquer, c'est que quand on va faire de la recherche, généralement, on va suivre une personne pendant un certain temps et que pendant ce parcours de vie, ce parcours de soins, elle aura pu aller dans des établissements différents où elle sera passée de son domicile à la clinique, de la clinique à l'hôpital, de l'hôpital dans un service de soins de suite, du service de soins de suite, elle sera partie dans une maison de retraite. Enfin, et donc, par conséquent, enfin, jusqu'à présent, on a fait 100, mais pour améliorer la qualité aussi de la recherche, ce soit bien toujours la même personne qui puisse être fléchée, mais son identité ne sera pas pour autant démasquée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'INS ne doit plus pouvoir, dans le cadre de la recherche, ne doit plus pouvoir être rattaché à une personne, puisque ce qui nous intéresse à ce moment-là, c'est la donnée. Ce que l'on dira, c'est que cette donnée a bien appartenu à une même personne, mais vous n'avez pas à savoir où elle se nomme et comment la retrouver. Ça va sécuriser les appariements, en fait, pour la recherche, des appariements de données. Voilà, exactement. Merci. Alors, de toute façon, si j'en aurais terminé à temps, on pourra toujours poser des questions après.
L'autre point, un autre point, ce sont les référentiels d'interopérabilité. Actuellement, moins depuis quelque temps, mais ça a été le bazar. C'est-à-dire que chaque innovateur a fait son innovation sans se préoccuper de savoir si celle-ci allait être communicante avec une innovation du même genre, du même type, mais pas tout à fait la même. Un bon exemple sur ce qu'est l'interopérabilité, ce sont les messageries. Actuellement, quand vous avez un compte de messagerie chez Orange, un compte de messagerie chez Free ou chez SFR, peu vous importe que votre correspondant ait le même opérateur ou un opérateur différent. Vous lui envoyez votre mail sur une adresse qui est la sienne et le système chez Orange ou même chez Gmail communique parfaitement bien avec Free. Vous n'avez pas à vous en préoccuper. Il y a donc une interopérabilité des messageries. Eh bien, c'est la même chose au niveau des moyens numériques, de tous les moyens numériques. Il faut que les solutions ne soient pas ce que l'on appelle des solutions propriétaires, mais des solutions interopérables. Donc, il y a un gros travail à établir les référentiels d'interopérabilité qui vont concerner les logiciels, qui vont concerner les services, qui vont concerner les applis, et notamment les logiciels. Il y a actuellement une grosse difficulté, c'est que quand un professionnel de santé s'est équipé avec un logiciel, donc qui est fourni par une société, et qu'il veut changer de logiciel parce qu'il trouve qu'un autre est mieux par une autre société, eh bien, il a des difficultés très grandes à récupérer les données qui étaient sur le logiciel initial pour les mettre dans un deuxième logiciel. Or, c'est bien évidemment une cause de fracture dans la continuité des soins, puisque ces données-là, elles n'appartiennent pas à l'éditeur, elles n'appartiennent pas à la société qui a conçu le logiciel, elles n'appartiennent même pas au patient, puisqu'on sait bien que la donnée de santé n'est pas une propriété du patient. Elle n'appartient pas non plus aux professionnels de santé, mais néanmoins, le professionnel de santé en a besoin pour assurer la continuité des soins alors qu'il veut changer d'opérateur. Or, actuellement, si vous prenez une messagerie, quand vous changez d'opérateur, eh bien, vous changez d'opérateur très simplement. Très simplement, on essaie de vous raccrocher, mais enfin, on peut changer d'opérateur sans difficulté. Donc, il y a là un vrai problème concret, très pratique, qui est celui de l'interopérabilité sur un certain nombre de solutions. Donc, les référentiels d'interopérabilité ont été prévus, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde, par le même langage informatique en quelque sorte, ne soit pas prisonnier. Et je vais y revenir plus loin. Un autre élément sur lequel l'agence porte toute son attention, c'est les dispositifs d'accompagnement et de déclaration des cyberattaques. Vous savez que de plus en plus, il y a des pirates qui vont attaquer les bases d'information. Alors, il y a certains pirates qui attaquent les bases pour démontrer qu'ils sont très forts parce qu'il y a eu une faille. Il y a des pirates aussi qui attaquent les bases pour les chiffrer et ensuite ils demandent de l'argent pour avoir la clé de déchiffrement. Et vous avez le désagrément d'arriver un matin et vous ouvrez votre ordinateur et tout est chiffré. Vous ne pouvez donc plus travailler, les données ont été chiffrées. Donc il faut bien évidemment suivre ces cyberattaques. Il y a d'ailleurs un service rattaché au ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la sécurité, mais il y a également de ce service central, il y a également des extensions vers différents services. Et donc, il y aura une cellule, il y a déjà d'ailleurs une cellule au niveau de l'agence pour accompagner les établissements de soins et les professionnels de santé lorsqu'ils seront victimes de cyberattaques. Et pour ça, il faut aussi avant déployer une pédagogie sur la sécurité des systèmes d'information, car lorsqu'il y a une attaque, c'est que généralement il y avait une faille et que très souvent, enfin, ça peut être aussi une défaillance humaine, ça peut être lié au fait que les procédures
de sécurité n'ont pas nécessairement été très bien respectés. Donc c'est un point essentiel, car si on veut que le numérique en santé participe au bien collectif, il faut bien évidemment qu'il fonctionne de façon fluide et qu'on n'ait pas toujours la crainte que les données aient été piratées dans les objectifs que je viens de donner, ou pire, que les données auraient été perverties, c'est-à-dire qu'on aurait changé la valeur d'un chiffre dans la base de données pour tromper, et ce qui pourrait bien sûr avoir des conséquences dramatiques pour la personne qui a par exemple un traitement en flux continu et qui est rigoureusement maîtrisé. Donc c'est également une des missions de l'agence, avec le fonctionnaire de la sécurité, le haut fonctionnaire de la sécurité qui se trouve au ministère de la Santé, et nous travaillons bien évidemment sur ces sujets-là. Alors, je vais rentrer oui, ça concerne les établissements et les professionnels libéraux, je disais, mais de plus en plus, les professionnels libéraux se réunissent, se regroupent en maisons de santé pluriprofessionnelles ou en communautés professionnelles de territoires de santé. Vous avez sans doute entendu parler de ces communautés, et où bien évidemment il y a des informations sensibles qui vont circuler et qui pourraient attirer bien évidemment les pirates. Alors, les services numériques socles. Là, je vous ai parlé des référentiels, des moyens d'identification des professionnels et de la vigilance pour ce qui concerne l'identité pour les patients. Alors, dans les services numériques socles, il y a le dossier médical partagé. Bon, celui-là, on le connaît bien. On est rendu maintenant à un nombre assez important de dossiers. Il en manque encore une quarantaine de millions pour les… Et comme vous le savez, il sera créé de façon automatique à la naissance, sauf exercice d'un droit d'opposition. Et quand le DMP sera créé, puisqu'il le sera automatiquement, il y aura la personne pour laquelle le DMP a été créé en sera avertie par tout moyen, c'est-à-dire ça peut être un mail, ça peut être une lettre, ça peut être un SMS, en sera avertie par tout moyen et pourra évidemment s'y opposer. Si elle s'y oppose, le dossier médical partagé n'existe pas, ce qui n'empêchera pas la personne d'en demander éventuellement la création ultérieurement. C'est pareil d'ailleurs, si une personne veut fermer son DMP, elle le peut à tout moment. Le DMP, les données du DMP sont alors conservées pendant une période de 10 ans. Et si au bout de la période de 10 ans, il n'y a pas eu de demande de réactivation, les données sont détruites. Donc tout ça est très clair. Je ne sais pas si vous avez un DMP. Moi, j'en ai un, je ne m'en servais pas beaucoup, mais là, je me suis senti devoir m'en servir davantage, et donc un certain nombre de données peuvent être rentrées, y compris par le patient, puisque, par exemple, j'ai été vacciné contre la grippe, j'ai été vacciné contre le pneumocoque et j'ai été vacciné contre le Covid. Les professionnels que j'ai vus pour la vaccination, on n'avait pas mon DMP parce que, bref, ils n'avaient pas le temps. Bon, je suis revenu et j'ai rentré moi-même dans le DMP, mais on sait que c'est le patient qui a rentré l'information, les vaccinations. Ceci peut être vrai pour tous les éléments. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un élément nouveau qui arrive dans le DMP, le citoyen en est immédiatement notifié. De même que le citoyen est notifié quand un nouveau professionnel de santé accède à son DMP. Et si c'est un professionnel de santé que le citoyen ne connaît pas, il peut s'en étonner. Il peut demander des vérifications et éventuellement des poursuites peuvent évidemment être engagées pour le professionnel qui aurait accédé à un DMP alors qu'il n'était pas habilité pour y accéder. Et moi, j'ai eu l'occasion, peut-être l'avez-vous fait vous également, mais il se trouve que je prends des médicaments et qu'à chaque fois que je vais renouveler la prescription que je me fais pour moi-même, je reçois une notification
de l'assurance maladie me disant une nouvelle pièce est versée dans votre DMP. C'est tout simplement le remboursement des médicaments qui m'ont été délivrés. Donc, le DMP, on le connaît, il est appelé probablement à évoluer avec l'espace numérique en santé dont je vais vous parler tout à l'heure, le DMP faisant partie de l'espace numérique en santé du citoyen. La télémédecine, je vais passer très rapidement parce que le temps passe et ça mériterait d'être traité en soi. Il y a la télémédecine qui s'adresse aux professionnels médicaux, c'est-à-dire les médecins, les sages-femmes et les dentistes, et il y a le télésoin qui s'adresse aux autres professions. Donc, il peut y avoir, par exemple, un masseur kinésithérapeute qui va faire de la kinésithérapie à distance, tout simplement en indiquant à la personne les gestes qu'elle doit faire par un écran. C'est du télésoin. Si, en revanche, un médecin va consulter un patient par un écran interposé, on peut penser par exemple à la psychiatrie, on peut penser à des sujets qui ne nécessitent pas un examen physique rapproché, ça sera de la télémédecine. Nous avons déjà établi un référentiel socle de la téléconsultation qui se trouve sur le site de l'agence, qui n'est pas actuellement opposable, mais qui définit les règles qui doivent être suivies pour effectuer une téléconsultation conformément aux dispositions du Code de la santé publique. On peut d'ailleurs en voir un certain nombre de limites dans ces dispositions, puisque lors de la pandémie, lors de l'épidémie, les freins réglementaires ont été levés selon le principe, c'est une image d'ailleurs que j'avais utilisée, quand la maison brûle, on ne regarde pas si le tuyau d'arrosage est aux normes, on éteint d'abord l'incendie. Et comme là, il y avait vraiment besoin d'un recours, eh bien, toutes les dispositions réglementaires ont été levées compte tenu du caractère d'urgence de la situation pour les patients qui craignaient avoir la Covid, afin qu'on puisse les orienter convenablement par des moyens de téléconsultation dans le système de soins. Il faudra bien sûr revenir précisément sur ces règles. Un certain nombre de règles étaient sans doute excessives, mais c'est un vrai sujet, et notamment puisqu'on a abordé tout à l'heure la question des zones blanches et des déserts médicaux. On voit bien que dans des déserts médicaux, il peut y avoir des solutions de télémédecine qui peuvent être extrêmement importantes pour la prise en charge des patients. Il n'y aura pas de cardiologue, par exemple, puisque c'était ma spécialité, dans toutes les petites villes de France. Les cardiologues se regroupent, ne serait-ce que pour des moyens d'équipement. Néanmoins, dans toutes les petites villes de France, il peut y avoir des patients qui ont besoin de soins cardiologiques. Mais s'ils ont un médecin traitant dans la proximité, ils peuvent aussi avoir une téléconsultation près d'un cardiologue qu'ils connaissent déjà, ils ont eu l'occasion de le voir, ils ont été à la grande ville en quelque sorte pour le voir, mais pour le suivi, il peut apparaître inutile de faire le déplacement, et des téléconsultations peuvent se réaliser dans ce cadre-là. La télémédecine suppose, bien évidemment, après la consultation, qu'il puisse y avoir la délivrance d'une ordonnance, et c'est pour ça qu'un des services socles proposé également est la prescription électronique, c'est-à-dire que, comme ça existe d'ailleurs déjà en Andalousie, comme ça existe déjà en Catalogne, comme ça existe dans les pays de l'Europe de l'Est, de l'Europe du Nord, pardon, eh bien la e-prescription va arriver en France, c'est-à-dire que le médecin fera sa prescription sur l'ordinateur. Cette prescription sur l'ordinateur sera affecté par un QR code qui se fera de façon automatique en fonction des médicaments prescrits. Une feuille papier sera quand même remise au patient, ne serait-ce que pour lui dire qu'il prend un comprimé le matin, le midi et le soir pour un médicament, et seulement un comprimé le soir pour un autre. Et le patient, et elle sera envoyée sur un serveur de prescription. Ce serveur de prescription sera hébergé par l'assurance maladie, mais l'assurance maladie n'a pas accès au serveur. Le patient ou son entourage va chez le pharmacien de son choix avec la carte vitale, et le pharmacien pourra se connecter à la base de prescription et vérifier que
l'ordonnance qu'on lui présente, l'ordonnance papier qu'on lui présente, est bien conforme à ce qui se trouve dans la base de prescription. Et ceci, c'est bien évidemment un des moyens aussi de lutter contre les fausses prescriptions, les fausses ordonnances qui sont quand même considérables et qui peuvent provoquer de la iatrogénie, c'est-à-dire des troubles qui peuvent être graves liés à cette surconsommation de médicaments. Donc, la e-prescription ou prescription électronique a été expérimentée par l'assurance maladie dans 5 départements et elle va connaître une généralisation de façon progressive dans les années qui viennent. Ça devait être fait très rapidement, mais ce sera probablement à échéance 2022, compte tenu en partie d'ailleurs du retard que la situation sanitaire actuellement entraîne dans la feuille de route. Enfin, le ROR. Le ROR, c'est le répertoire opérationnel des ressources. Qu'est-ce que ça signifie? Quand un médecin est inscrit au tableau de l'ordre, et dans le RPPS, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est inscrit sous sa qualification en tant que spécialiste. Alors, s'il est médecin généraliste, il est spécialiste en médecine générale maintenant, donc il va être enregistré sous ce timbre. Le cardiologue va être enregistré comme étant cardiologue, le neurologue comme étant neurologue, le chirurgien orthopédiste comme chirurgien orthopédiste. Mais je vais prendre l'exemple du chirurgien orthopédiste. Actuellement, les chirurgiens orthopédistes, c'est un exemple seulement, se sont généralement regroupés entre eux et travaillent dans une clinique. Et entre les chirurgiens orthopédistes, il y en a qui vont être spécialisés dans la chirurgie de l'épaule, l'autre dans la chirurgie du genou, l'autre dans l'intervention sur la main, etc., etc. C'est-à-dire que, de même, tous les cardiologues ne mettent pas des pacemakers et tous les cardiologues ne font pas des procédures invasives, comme on dit, ou ne réalisent pas des coronarographies. Donc, il est important dans l'offre de soins d'aller au-delà de la qualification de spécialité, c'est-à-dire que chaque médecin puisse décrire l'offre qui est la sienne, c'est-à-dire ce qu'il fait dans la pratique, même si, évidemment, quelqu'un qui est qualifié en cardiologie, il sait tout de la cardiologie, si je puis dire, mais enfin, il sait beaucoup mieux un domaine et beaucoup moins bien d'autres domaines. Donc, ces spécificités d'exercice ou d'activité vont être décrites dans le ROR, de façon à ce que si un professionnel de santé veut adresser un patient qui le quitte dans une région parce qu'il va aller dans une autre région et qu'il s'agit d'un cardiaque, par exemple, qui est porteur d'un pacemaker, eh bien, il vaut mieux le diriger vers un cardiologue qui s'occupe aussi des pacemakers. Voilà quel est l'objectif. On en a eu une excellente illustration de l'utilité des ROR, là encore pendant l'épidémie, et comme quoi ça, on aura appris de beaucoup de cette épidémie. Les ROR existent déjà dans les établissements, notamment pour ce qui concerne les services d'urgence. Si on cherche sur un territoire un lit de neurochirurgie, il faut qu'il y ait un lit, mais il faut également qu'il y ait un neurochirurgien. Et donc, le ROR, pour les établissements, décrit cette offre. Telle clinique ou tel hôpital public va dire « moi, j'ai des lits de neurochirurgie ». Et donc, si lors d'un traumatisme de la voie publique, etc., on s'aperçoit, le SAMU se rend compte qu'il faut envoyer le patient dans un service de neurochirurgie, eh bien, en consultant le ROR, il va savoir où il y a une disponibilité. Ça ne l'empêchera pas d'appeler téléphoniquement l'établissement. Et on l'a vu pendant la pandémie où des évacuations sanitaires ont eu lieu, de l'Île-de-France vers la région ouest en particulier, eh bien, c'est le ROR, les disponibilités qui ont pu être décrites. Donc, nous sommes actuellement en train de travailler avec les différentes professions pour que chacune des professions puisse identifier par spécialité des mentions supplémentaires, en quelque sorte, qui pourraient être précisées. C'est-à-dire que chaque médecin n'aura pas la possibilité de décrire de façon anarchique son offre, mais il pourra cocher dans le ROR les pratiques qui sont les siennes, ces pratiques ayant été validées par l'autorité d'une profession. Enfin, et je crois que je ne pourrai pas tout dire, donc je m'arrêterai là avant de passer au défi très rapidement, je voudrais parler de l'ENS. L'ENS, il contient donc le DMP.
mais il va également contenir des applications. Il va y avoir un store où un certain nombre d'applications ou d'objets connectés vont pouvoir être référencés avec le timbre de l'État, en quelque sorte, puisqu'ils seront référencés par une autorité publique comme étant fiables sur le plan technique, comme protégeant les données personnelles de santé en conformité avec le RGPD et incluant également des considérations de nature plus éthique qui, en quelque sorte, le RGPD, c'est extrêmement important, mais il pourrait y avoir des trous dans la raquette, quoi. Donc, nous sommes actuellement en train de travailler avec un groupe, bien sûr, de travail sur les considérations éthiques auxquelles il faudrait répondre pour pouvoir être référencé dans l'espace numérique en santé. C'est-à-dire que le citoyen, quand il va vous télécharger une application, eh bien, il aura en quelque sorte la garantie que cette application est fiable, qu'elle respecte ses données personnelles et qu'elle n'introduit pas des discriminations. Donc, c'est un travail qui est un travail de longue haleine, mais enfin, nous arrivons au bout de la réflexion et il y a bien eu une co-construction avec les industriels, les représentants des usagers, l'autorité de l'État représentée par la DNS, moi aussi j'en fais partie, et bien évidemment les référentiels éthiques, la Haute Autorité de Santé. Les référentiels éthiques ne vont pas comme ça sortir de notre chapeau. On se conformera bien évidemment aux préconisations qui ont pu être faites par le Comité consultatif national d'éthique, mais qui sont des préconisations de portée générale, et il faut savoir quels vont être les critères pour l'inclure dans un référentiel. Donc cet espace numérique en santé, c'est vraiment pour que le citoyen s'empare en quelque sorte des sujets numériques, et on voit bien qu'un diabétique va peut-être avoir besoin d'une appli qu'il va trouver super géniale, etc. Eh bien oui, et elle sera dans son espace numérique. C'est comme cette application, elle va collecter des données personnelles correspondant à la personne, eh bien, il y a également une réflexion pour savoir si ces données-là ne pourront pas être déversées de façon automatique dans le dossier médical personnel du patient, et réciproquement. C'est-à-dire que si une application référencée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se trouver à la FNAC, ou si elle se trouve à la FNAC, c'est quand même qu'elle aura obéi à tous les critères, elle pourrait aller chercher des informations dans le DMP. Donc là, il y aura bien sûr une réflexion de nature juridique à avoir, parce que ça pose quand même un certain nombre de problèmes par rapport à la grille d'habilitation qui a été publiée. Donc, il va y avoir, je n'en sais rien, au terme d'une réflexion, il va y avoir des engagements qui peuvent être pris avec l'idée, comme je l'ai dit dès le début, on ne fait pas le bien des citoyens sans leur demander leur opinion. Alors, tout ce que je viens de vous dire repose sur la doctrine technique publique du numérique en santé que je vous invite, mais Lydia Morlet évoquait de la mettre également sur le site de l'Institut. Mais vous pouvez aller, si vous voulez lire les 140 pages pour avoir des précisions par rapport à ce que j'ai survolé. Il vous faudra plus d'une heure pour le lire, mais néanmoins, il est très bien fait, il est assez didactique. Il y a des endroits où on se perd un peu parce que du coup, ça devient technique, parce que c'est destiné aux éditeurs, mais si vous vous préoccupez du numérique en santé, de la e-santé, je vous recommande vivement d'aller le lire, il est sur le site de l'agence. Alors, je vais peut-être terminer en quelques minutes et pour laisser peut-être une séquence de 5 minutes de questions. Les défis. Alors, les défis, j'en avais listé un certain nombre et je vais quand même en donner les principaux, à mon sens. Le plus important, c'est que le numérique correspond à des besoins pratiques et non pas théoriques. Et on a bien vu en matière de télémédecine, par exemple, le nombre de colloques, de séminaires, d'entretiens. C'était nécessaire au début. Mais la télémédecine, elle se fait sur le terrain.
Le numérique, c'est-à-dire l'écran qui est interposé entre le patient et l'usager, n'est qu'un moyen de plus. C'est une forme de pratique professionnelle. J'ai même souvent blagué en disant que l'AENEC, qui est né à Nantes, dont je suis également originaire, enfin qui a exercé à Nantes plus exactement, qui a fait ses études, avait inventé le stéthoscope, et que déjà le stéthoscope consistait à mettre le patient à une certaine distance de l'oreille du médecin, et que le stéthoscope a amélioré la qualité de l'auscultation. Donc la téléconsultation, dans certains domaines, peut améliorer également les prises en charge. Je pense à la psychiatrie, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais également, par exemple, les plaies de jambes. Les plaies de jambes des personnes âgées qui ont une insuffisance veineuse, très souvent, qui se déplacent difficilement, eh bien, une photo de plaie de jambes prise par une infirmière et envoyée à un centre référent, avec l'accord du patient, bien sûr, peut lui apporter des soins de très grande qualité en évitant un déplacement. On pourrait multiplier les exemples. Donc, il faut que ça corresponde à des moyens pratiques dans les établissements de santé pour la coordination des soins entre la ville et l'hôpital et dans les territoires de proximité. J'ai évoqué tout à l'heure le sujet de la télémédecine qui apporte l'expertise spécialisée dans les territoires dans les territoires de proximité. Un autre défi, et ça c'est un vrai défi, en particulier pour l'administration. On sait que nous avons une excellente administration en France, mais le prix à payer, c'est le caractère un peu tatillon de l'administration. Ce qui est bien, qui a des avantages, mais qui a aussi un certain nombre d'inconvénients. Et en particulier, pour le numérique, il faut être extrêmement agile. Et si nous ne sommes pas agiles dans la vieille Europe ou dans l'Europe nouvelle ou dans l'Europe nouvellement née, nous serons débordés par les BAXT chinois et les GAFAM américains qui n'attendront pas que nous ayons réfléchi pour inonder le marché avec un certain nombre d'applis qui, du coup, alors sur la protection des données et la non-marchandisation des données en prendraient quand même un coup. Mais par contre, les applications sont extrêmement agiles, il suffit de regarder les iPhones, c'est extrêmement agile, c'est extrêmement intuitif, et par conséquent, les citoyens vont se les procurer. Donc il faut qu'en matière de santé, nous ayons également une certaine agilité le droit dur, alors, puisque je parle devant l'Institut Droit et Santé, le droit dur doit donner le cadre. Comme disait un ancien vice-président du Conseil national, du Conseil d'État, la loi doit être brève et solennelle. Or, aujourd'hui, elle est devenue bavarde, tatillonne et quotidienne. Voilà, la loi n'a pas pour objectif de traiter finalement des cas d'espèce. Elle a pour objectif de donner le cadre. Et après, c'est un peu un autre sujet, mais il y a le droit dur qui doit être respecté. Néanmoins, les règles de droit dur, donc si c'est du droit dur, elles sont quasiment fixées dans le marbre et elles n'évoluent pas vite. C'est d'ailleurs un peu le cas actuellement des décrets en Conseil d'État. Or, le numérique avance extrêmement vite et on s'aperçoit que la loi, le droit dur, n'est pas en adéquation avec la réalité des pratiques. Horreur, il faut donc à ce moment-là refaire une règle. Mais la règle suit les usages, ce qui n'est pas forcément très très bien. Donc, il faut sans doute ajouter une régulation beaucoup plus souple par du droit souple, traduction de la soft law des anglo-saxons, qui va procéder par recommandation. Nous en avons eu un exemple récemment, et j'y ai beaucoup contribué quand j'étais au Conseil de l'Ordre, au sujet de l'information et de la publicité concernant les médecins, les professions de santé en général. Un décret a été publié en Conseil d'État récemment disant que informer le public, ça n'est pas faire de la publicité. Les critères de faire de la publicité, c'est autre chose. Mais c'est compliqué à définir dans le droit dur, et même un rapporteur du Conseil d'État reconnaissait que c'était très difficile de le définir en termes juridiques de droit dur. Ça peut être plus facile de le faire sous la forme de recommandations.
puisque les recommandations, elles peuvent être un peu bavardes, c'est-à-dire qu'on va faire des recommandations sur un certain nombre de points. Et puis, on va s'apercevoir éventuellement à l'usage qu'il y a des recommandations qui sont effectivement adaptées et d'autres recommandations qui ne le sont plus. Et donc, on pourra modifier les recommandations. Avec la précision, le Conseil d'État lui-même l'avait d'ailleurs déclaré et a accepté, c'est que des recommandations dites de droit souple peuvent être déférées en Conseil d'État, en ce sens qu'elles iraient contre, enfin, elles ne seraient pas en adéquation avec des règles de droit dur. Donc, ce n'est pas des recommandations à la légère, puisqu'elles peuvent être opposées en cas de contentieux, puisqu'il y a eu des recommandations émises, notamment là, le Conseil national de l'ordre est chargé pour les médecins d'émettre des recommandations par rapport au fait qu'ils peuvent publier un certain nombre de choses, rendre public, pardon, un certain nombre d'informations. Eh bien, ces recommandations de droit souple pourraient être déférées en Conseil d'État parce qu'elles contreviendraient finalement à l'esprit du décret qui a été pris. Le troisième défi, c'est l'acceptabilité sociale. Et c'est un très gros problème, celui de l'acceptabilité sociale. Je l'ai déjà évoqué en disant qu'on ne fait pas le bien des citoyens sans leur avoir demandé leur avis, soit par le biais des instances représentatives, je pense notamment au Parlement, mais également à la société civile qui peut contribuer à améliorer l'acceptabilité. Et l'acceptabilité sociale, elle se pose principalement sur l'exploitation des données qui sont dans les entrepôts ou qui sont dans le Health Data Hub. Et donc, il y a là toute une pédagogie à faire vis-à-vis des citoyens, car sur deux plans. Le premier plan, c'est qu'on sait que nos compatriotes, ils vont donner leur sang très volontiers. Ils peuvent donner leurs organes également. C'est un don, c'est-à-dire que ça n'est pas marchandisable. La pratique du don de la donnée, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils acceptent de donner leurs données, doit reposer sur le fait que ça n'entraînera pas des discriminations, c'est-à-dire que la donnée ne sera pas exploitée par des sociétés d'assurance, par exemple, qui majoreraient le risque vis-à-vis de la personne, et que ces données-là également ne puissent pas ensuite être commercialisées par ceux qui l'auraient capté en quelque sorte, alors que le citoyen, lui, en aurait fait don. Donc, il y a toute une pédagogie à faire autour de ce sujet-là. Ça a été entrepris d'ailleurs avec le Health Data Hub qui a le même hébergement architectural que l'agence, donc nous avons des relations cordiales avec le Health Data Hub, bien que ce soit également un GIP et qu'il soit donc totalement indépendant. Et puis il y a un quatrième défi que j'aurais bien voulu exposer, mais ce serait maintenant trop long à le faire, c'est le défi de l'éthique et que j'ai appelé les limites d'Hippocrate. Et c'est cela parce que je vois de plus en plus souvent des collègues même ou des usagers qui mettent Hippocrate en avant en disant là, Hippocrate doit se retourner dans sa tombe, le serment d'Hippocrate n'est pas le serment d'Hippocrate. Enfin, il y a tout un complotisme autour de ça. Les valeurs qui sont bien sûr attachées au serment, qui est un serment largement apocryphe d'ailleurs, les valeurs qui se trouvent dans le serment doivent être bien sûr défendues rigoureusement, mais elles doivent s'adapter à un langage moderne, je vous l'ai dit tout à l'heure. On ne parle pas désormais en grec ancien, mais on est dans un monde informatique, et il y a donc un défi à relever. Alors, c'est les limites d'Hippocrate qui aurait reconnu lui-même ses limites, parce que qu'est-ce qu'il a fait, Hippocrate? Il a dit que la maladie n'était pas liée au courroux des dieux et que ça ne servait à rien de faire des sacrifices individuels ou collectifs pour les dieux pour guérir d'une maladie. Il fallait observer l'homme dans son environnement. On apprenait beaucoup de l'observation de l'homme dans son environnement, on apprenait beaucoup par le recueil des signes, etc. Et que donc Hippocrate a sorti la médecine de l'univers magique des dieux, finalement.
Et donc aujourd'hui, il faut repenser Hippocrate dans le monde numérique. Il faut peut-être aussi réinventer le secret couvrant les données personnelles de santé, parce que le secret aujourd'hui, il est quand même très partagé dans l'équipe de soins. On se confie à un médecin, mais on a besoin, sauf quand c'est une maladie aiguë, qui peut être grave d'ailleurs, mais même quand c'est une maladie aiguë, quand vous allez à l'hôpital, vous avez le médecin, d'abord, ce n'est pas vous qui l'avez choisi, hein, mais vous avez également une cohorte d'internes, de chefs de clinique, un chef de service, et puis vous avez des infirmières, et puis vous avez des radiologues, et puis bon. Et que tous ces gens-là, bien évidemment, ces professionnels-là, ils doivent bien partager votre secret, puisque c'est dans l'intérêt du patient. Et donc, il faut, je pense, là, avoir un travail faisant intervenir le droit sur comment revisiter le secret pour le défendre, hein, pour la confidentialité des données, le caractère secret des données, comment revisiter le secret à l'heure du numérique. Voilà, je pense que nous avons tenu le temps, mais c'était gageur. Eh ben, oui, effectivement, un grand défi que vous avez relevé avec brio, avec toute la pédagogie qui est la vôtre et qu'on connaît. Et un grand merci pour ça. Alors, on a quelques minutes, il faut que je fasse le choix dans les questions. C'est toujours très difficile à faire. Peut-être une première réaction, vous évoquez le consentement présumé en fait à l'ouverture du DMP, du futur espace numérique de santé. Quelqu'un réagit en disant: «Mais en gros, est-ce qu'on peut vraiment parler de consentement par rapport à toutes ces personnes qui vont même pas comprendre, de quoi il est question? Et quid du respect du secret médical puisque les personnes vont Alors, je vais s'opposer répondre sans par DMP?» oui, c'est vrai, mais ces mêmes personnes, elles vont télécharger des applications, elles ne vont pas lire les conditions générales. Il y a marqué j'accepte et clac, j'accepte. Actuellement, si vous allez sur un certain nombre de sites, on vous demande également si vous acceptez que vos données soient partagées avec d'autres contributeurs par rapport au site, et vous pouvez le faire et vous pouvez vous-même sélectionner celle que vous voulez bien. Généralement, vous cliquez j'accepte tout parce que vous voulez lire l'article que vous avez eu. Donc, il faut faire, alors ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça participe de la même démarche intellectuelle. Ceci étant, effectivement, il peut y avoir des personnes handicapées, des personnes sur le plan psychologique ou tout simplement qui, en fonction de leur âge, ne savent plus véritablement ce qu'elles font. Mais tant qu'elles ne sont pas placées sous tutelle sur le plan juridique, elles sont censées pouvoir consentir. C'est bien ce champ-là. Alors, d'une part, il faut faire de la pédagogie pour les gens qui peuvent comprendre. C'est très compliqué à faire hein, parce que très souvent, les films ou les infos. Alors, quand ce sont des informations écrites, c'est beaucoup trop long. Quand ce sont des petites vidéos, parfois on peut considérer que c'est trop bref. Donc, il faut trouver le moyen d'informer correctement le citoyen. Et on vit actuellement une époque très difficile. On dit on nous cache des choses, alors que le gouvernement, par exemple, par rapport à la Covid, essaie d'être le plus transparent possible sur les possibilités. Bon, la parole publique a parfois été discréditée parce qu'on a dit que ce n'était pas nécessaire, et puis finalement on s'est aperçu que c'était indispensable. Je pense aux masques en particulier. Mais oui, c'est vrai, il existe un problème pour que alors le consentement, d'ailleurs, il est bien précisé qu'il doit être libre et éclairé. Et le patient peut exercer un droit d'opposition. C'est, je crois, en fonction de l'exemplarité, et ce sont peut-être les usages qui démontreront que c'est utile d'avoir un DMP et qu'à ce moment-là, eh bien, ça fera un peu tache d'huile et les personnes alimenteront leur DMP ou pas. Il y a un pari à prendre sur l'avenir.
Et je pense que au cœur de tout, il y a l'éducation numérique, en fait, comme vous l'évoquez. Une autre question, vous avez évoqué l'appétit des GAFAM pour toutes les données de santé des Français et des Européens. Votre réaction, s'il vous plaît, une question m'est posée sur, vous en doutez, sur le choix d'avoir choisi comme hébergeur de données pour le Health Data Hub Microsoft. Forcément, elle allait venir, cette question. Oui, je l'ai bien vu, oui, tout à fait. Alors, le Conseil d'État a déjà tranché, Mhm. puisque le Conseil d'État a été saisi à plusieurs reprises par différentes associations, ou par différents syndicats, par des professionnels de santé eux-mêmes, et a considéré que la brique Microsoft Azure qui reposait sur lequel le Health Data Hub quand même repose, tout au moins en partie, n'était pas contradictoire avec le règlement général sur la protection des données et la sécurité de ces données. Ceci étant, Olivier Véran a quand même déclaré que les données qui sont actuellement hébergées, on va dire comme ça, par Microsoft, pourront être rapatriées enfin, n'iront pas aux États-Unis et pourraient être rapatriées sur une offre européenne. Il a été considéré au moment où Microsoft avait été pris qu'il n'y avait pas une offre européenne de même qualité que Microsoft. C'était la raison. Et qu'il fallait faire vite. Alors, il y a un argument pour dire qu'il faut faire assez vite, c'est que pendant ce temps-là, la Silicon Valley avance. Bon. Par conséquent, il fallait avoir, au nom même de la souveraineté numérique, avoir très vite une solution pour les données. Le Conseil d'État a considéré, je rejoins moi cette opinion, ce n'est pas parce que c'est le Conseil d'État et ce n'est pas parce que ce que je dis est enregistré, c'est parce que c'est ce que je pense. Je crois quand même que les risques sont quand même très, très limités, en ce sens qu'il faut que ce soit un juge fédéral qui demande à avoir les données. C'était lié en fait à la sécurité pour les États-Unis. Donc c'est quand même une première protection. Mais on peut reconnaître que ce n'est pas suffisant. Donc, il faut faire en sorte qu'il puisse y avoir, que le Health Data Hub puisse rapatrier les données qui sont telles où elles se trouvent actuellement pour les mettre chez un hébergeur européen. En espérant d'ailleurs qu'il n'y aura pas non plus une tendance qui pourrait être nationale en disant là, 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 oui, mais l'Europe, on va le mettre chez un hébergeur en France obligatoirement. Ce qui ne semble pas, à titre personnel, ce qui ne me semble pas raisonnable. Je pense qu'il faut raisonner en termes européens afin d'avoir un poids suffisant vis-à-vis des autres espaces numériques des États-Unis et de la Chine. D'accord, merci. Alors, il y a d'autres questions, mais je ne vais pas, on avait pris un engagement, normalement c'était 19h15 et on est à 30, on a dépassé. Donc un grand, grand merci encore pour la qualité de votre exposé et c'est toujours un plaisir. Je vais vous dire, Lydia, si vous me permettez, c'est que s'il y a des questions qui paraissent importantes, vous pouvez éventuellement les collecter puisque vous les avez et puis me les envoyer par mail et je pourrais peut-être donner quelques éléments de réponse. Enfin, c'est une proposition. Eh ben, bien Ou nous aurons volontiers. l'occasion de nous revoir. Oui, bien volontiers. Donc un grand merci, à vous, docteur, un grand merci à tous d'avoir assisté à cet entretien Droit et Santé. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver les contenus, sur le site de l'Institut Droit et Santé, que ce sera peut-être pour vous aussi l'occasion de découvrir le site hein, qui vous, donne la possibilité de vous abonner à notre veille juridique, gratuitement pour vous envoyer tous les 15 jours l'actualité, réglementaire, législative et jurisprudentielle et doctrinale du droit de la santé. Et puis aussi aller découvrir notre journal de droit de la santé et l'assurance maladie. Il y a un prochain numéro qui va bientôt paraître, qui est consacré et notamment le dossier est consacré aux actes du colloque qu'on a organisé sur les 30 ans de la loi E20. Donc beaucoup de choses à découvrir sur notre site. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et à vous abonner à ces différentes propositions qu'on vous fait. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, en espérant vous revoir bientôt dans le cadre d'une autre manifestation de l'Institut Droit et Santé. Et puis, encore une fois, un grand merci à vous, docteur Lucas. Et puis,
au plaisir d'une prochaine rencontre. Oui, vous savez, vous l'avez dit d'ailleurs en introduction, je suis toujours heureux d'apporter mes contributions à l'Institut de données de santé et à vous-même, chère Lydia. Ben, je vous remercie. Un fidèle parmi les fidèles, comme je l'évoquais en introduction. Voilà. Merci beaucoup. Vous Bonne avez des soirée. remerciements par le chat. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.